Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13e mois. 13e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années, ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, je vous propose de partir rencontrer une pépite RH. Oui, une pépite. Un même pas trentenaire et déjà des RH. C'est ça qu'il y a de beau dans les RH. Le talent et les opportunités n'attendent pas le nombre des années. Alexis Bertel en est la preuve. Il a 29 ans et il est déjà DRH du groupe Pantera. Dans notre échange, on parle de RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Un sujet qui, à la base, pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et pourtant, avec Alexis, on comprend le rôle du DRH dans la démarche RSE, l'impact de la RSE sur l'image de l'entreprise, la marque employeur et même sur le business puisque c'est un vrai facteur différenciant par rapport à la concurrence. Alexis nous donne des exemples très concrets d'actions qui rentrent dans une démarche RSE et il nous montre comment les frontières entre le pro et le perso peuvent disparaître au bénéfice des équipes. On parle de l'importance de faire du test and learn dans une démarche RSE, des freins auxquels il faut faire face quand on entre dans une dynamique RSE. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon échange avec Alexis Bertel, DRH du groupe Pantera. Bonjour Alexis, bienvenue sur 13e mois. Bonjour Flaubert, merci. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui Alexis. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter auprès de nos auditrices et nos auditeurs. Et pour résumer votre parcours, je vais débuter par dire que vous êtes l'incarnation même de l'espoir, Alexis. Oui, vous incarnez l'espoir car vous qualifiez d'anciens mauvais élèves et rien ne vous destinait à entrer dans les ressources humaines. Rien, car vos professeurs vous ont même refusé le passage en seconde générale. Bon, vous vous êtes quand même réconcilié avec les études depuis, puisque vous suivez actuellement un cursus consacré à la stratégie d'entreprise à HEC Paris. Mais revenons à votre parcours. Avant HEC, vous avez suivi un BEP Vente, puis un BTS Négociation Relations Clients en alternance dans une concession automobile. Et jusque-là, rien ne vous prédestinait donc aux ressources humaines, Alexis. On dit souvent, et j'y crois, qu'il suffit d'une rencontre pour changer une vie. Et cette rencontre, vous l'avez faite dans le cadre de votre alternance. Cette rencontre, c'est un DRH qui se prend de sympathie pour vous et vous questionne sur la suite de votre parcours. Et comme vous aviez encore soif d'alternance, vous décidez de saisir l'opportunité qu'il vous propose et prenez un poste de chargé de recrutement. C'est comme ça que vous faites votre entrée dans le fabuleux monde des ressources humaines. Curieux de nature, vous découvrez ce métier et son lien avec le business, la stratégie et les modèles organisationnels. Vous poursuivez dans les RH dans le cadre d'un master et là, bis repetita, vous êtes servi par les dieux, Alexis, nouvelle rencontre déterminante, le DRH de Pantera cette fois-ci. Pantera est une entreprise spécialisé dans la sécurité privée et ce DRH devient votre mentor et vous forme de A à Z sur la fonction RH. Il vous montre la pratique, vous qui n'aviez que la théorie. Après 2 ans d'alternance, vous intégrez l'entreprise comme responsable ressources humaines et avec le temps, le DRH vous passe la main et vous prenez naturellement sa suite. Vous êtes donc désormais le DRH de l'entreprise Pantera, groupe qui compte 5 filiales, 500 agents et qui réalise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous ne vous arrêtez pas là puisque vous êtes également coprésident du groupe ANDRH Savoie-Mont-Blanc. Alors ma première question, Alexis, elle va être sur ces 2 rencontres qui ont changé votre vie et qui vous ont mis le pied à l'étrier pour rentrer dans les RH. Ça peut paraître beau comme histoire, mais c'est la réalité. Et c'est bien ça, à la base, rien ne vous prédestinait aux ressources humaines ? En effet, rien. J'ai démarré avec un cursus vraiment orienté vers le commerce.
Et à force de faire du business, je me suis intéressé aux organisations d'entreprise, au management, à la gestion humaine d'une entreprise. Et finalement, même si j'y suis arrivé un petit peu par hasard, eh bien, je m'y suis épanoui. Qu'est-ce qui vous a plu ou comment vous faites le lien entre les ressources humaines et ce que vous avez pu faire, voir et vivre avant dans votre cursus scolaire? Alors, je suis plutôt déjà de nature curieuse et c'est vrai que je m'intéressais à tout. Pour mettre en lien le scolaire et la pratique, c'est toujours un petit peu délicat puisque ce que j'ai appris à l'école m'a servi bien évidemment dans le monde professionnel et vice versa. Si je devais faire un lien avec le commerce et les ressources humaines, bon, le lien est tout trouvé puisque c'est notre thématique d'aujourd'hui, c'est la RSE, comment donner envie, comment convaincre, comment fédérer autour de valeurs, et tant au travers des clients de l'entreprise qu'au travers des futurs talents de l'entreprise. Alors quand je parlais d'espoir tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai une thématique aussi qui est assez récurrente avec les invités que je peux avoir, sur la voie ou les voies qui peuvent mener aux ressources humaines, parce qu'on a des auditrices et auditeurs de différents cursus, qui ont des parcours qui ne sont évidemment pas les mêmes. Et j'aime bien poser cette question de savoir, est-ce qu'il y a une voie royale qui mène au RH? Vous êtes vraiment l'incarnation qui montre que on peut avoir un parcours qui n'est pas spécialement dans les canons qu'on peut imaginer pour faire des ressources humaines, et on arrive dans les ressources humaines. Vous avez dû vous adapter à certaines choses, vous êtes en phase avec ce que je viens de dire sur le fait il n'y a pas une voie royale, mais il y a plusieurs voies qui peuvent mener au métier de DRH. J'étais sûr d'une chose quand j'ai choisi la voie des ressources humaines, c'était que c'était un métier dans lequel je pourrais m'épanouir toute une vie, puisque on retrouve beaucoup de sujets, c'est plutôt varié. Il y a la prise en compte de l'individu, des femmes et des hommes dans l'organisation. Donc c'est aussi pour ça, parce que une entreprise, elle est là pour évoluer, et ses salariés qui la composent aussi. Et c'est faire matcher un petit peu ces deux camps. Et normalement, c'est un jeu qui ne s'arrête jamais. Moi, j'ai lu en préparant ce podcast que il y avait, alors vous l'avez évoqué, mais il y a un sujet sur la prise en compte des tendances sociétales qui est pour vous une composante vraiment incontournable pour développer l'engagement des collaborateurs, leur attachement à l'entreprise, au projet commun d'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça pour vous, derrière cette prise en compte des tendances sociétales? La RSE, en effet, c'est la prise en compte de l'environnement, de l'économie et du social pour l'entreprise. Donc dès que j'ai dit ça, j'ai tout dit, mais j'ai surtout rien dit de concret. En réalité, c'est surtout la gouvernance responsable, les conditions de travail, la préservation de l'environnement dont l'entreprise va être acteur au sein de son entreprise, mais également au-delà. Et va prendre position et va s'engager sur des sujets sociétaux. Je dis souvent, quand on parle de RSE, eh bien on prend position et on va un petit peu au-delà de nos obligations. Parce que bien évidemment, la RSE, c'est aussi respecter le code du travail, garantir la santé et la sécurité de ses salariés, etc. Mais pas que. On va également au-delà, et on prend en compte l'amélioration des conditions de travail. C'est pareil, c'est pour ses salariés, mais également pour les salariés de nos fournisseurs. Voilà, on leur demande si eux aussi prennent en compte ces dimensions-là. Et c'est pour ça qu'on prend en compte vraiment toute la chaîne entre les fournisseurs, nous-mêmes en tant qu'entreprise, les clients, et ça va même jusqu'à la société sur nos territoires. Donc cette notion de RSE, donc responsabilité sociétale d'entreprise, alors c'est vrai que c'est un acronyme qu'on entend beaucoup, mais on va rentrer en effet dans ce sujet-là qui est le sujet qu'on a choisi de traiter sur ce podcast. Déjà, c'est quoi votre définition comme ça là, si vous deviez en une ou deux phrases dire ok,
voilà, moi, ma vision et ma définition de la RSE dans mon environnement et dans ce que je vis au quotidien. C'est tout simplement l'ADN de l'entreprise et les causes que j'ai envie de défendre. Celles qui me sont chères, donc il y a l'environnement. On parle là souvent de développement durable pour parler de la RSE en général, mais à l'intérieur du développement durable, il y a l'environnement. Donc c'est pareil, la prise en compte de l'environnement et de la dimension sociale et sociétale. Également, vraiment être acteur de son territoire. Donc s'intéresser aux entreprises qu'il y a autour de nous, et là c'est vraiment sur un plan territorial, contribuer au développement local, en ayant notamment des achats responsables. Quand on dit ça, on pense bien évidemment aux producteurs locaux, à la façon dont ils font également leur production. On parle aussi de beaucoup d'inclusion. Voilà, favoriser le territoire, favoriser les personnes en recherche d'emploi qui seraient éventuellement en situation de handicap, et faire de ce territoire une force et contribuer en totalité à son développement. Alors c'est vrai que quand on parle de RSE, quand on est un peu extérieur au monde des ressources humaines, on se dit qu'est-ce que les ressources humaines, qu'est-ce qu'un DRH a à voir avec le développement durable, avec le local, etc. En revanche, quand on est dans le milieu, on voit très bien que un DRH a vraiment à jouer cette partie-là, cette partition RSE, et vous l'avez très bien expliqué. Comment vous, au quotidien, dans votre domaine, donc dans votre milieu, la sécurité privée, ça se concrétise, cette RSE? Alors, vu qu'on fait quand même du partage de bonnes pratiques, et en toute honnêteté, c'est un peu surgi au travers de plus en plus de demandes clients. Donc au début, vous savez, vos clients vous demandent d'avoir des démarches liées à la qualité. Donc voilà, montrez-nous vos process qualité, etc. Ensuite, c'est venu à la sécurité et à la santé au travail. Donc ça, c'est bon, les décennies qui se sont passées, hein. Et petit à petit, nos clients nous ont interrogés sur, donc vous faites de la santé, sécurité, de la qualité, tout ça c'est très bien. Maintenant, vous allez un petit peu nous dire ce que vous faites pour l'environnement, pour votre territoire, ce que vous faites en plus que la loi vous contraint de faire, quoi. Donc là, on a commencé un petit peu à s'intéresser à la RSE. Et donc, il existe un référentiel sur la RSE, l'ISO 26000, qui n'est pas certifiable, mais qui est référencé et qui explique un peu plus précisément ce qu'est la RSE. Et on a commencé à la déployer au travers de ce référentiel. Donc concrètement, c'était de prendre position sur des sujets. Donc nous, on a décidé de favoriser les conditions de travail, et plus particulièrement la qualité de vie au travail et au-delà, puisqu'on a mis à disposition de nos salariés un dispositif de ligne d'écoute et de soutien entièrement gratuit, donc qui va bien entendu pour les problèmes au travail, mais également au-delà. C'est une des actions qu'on a choisies pour prendre en compte cette dimension sociale et sociétale. C'est aussi ce que définit la RSE, et on va vraiment au-delà des frontières de l'entreprise. C'est ce qui caractérise aussi la RSE, je pense, en prenant en considération toutes les problématiques qui peuvent surgir au travers de la vie de nos salariés. C'est ça que je trouve vraiment intéressant sur ce sujet, c'est que, en effet, l'entreprise franchit une frontière. Vous l'avez dit, dans ce que vous faites comme écoute, accompagnement psychologique, etc., vous avez mis quelque chose en place auquel les collaboratrices et collaborateurs peuvent avoir recours, y compris dans le domaine privé, c'est ça ? Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une caractéristique de la RSE, puisque avant, les frontières de l'entreprise étaient bien marquées. Voilà, on arrivait au travail, on faisait sa journée, puis on repartait. Et de plus en plus, d'un côté, on a la société qui était en attente d'action de l'entreprise, mais en dehors des frontières de l'entreprise, et les salariés qui sont en attente
également de plus que de l'entreprise. On voit avec les mutuelles, la santé qui Très intervient juste. en dehors des frontières de l'entreprise. Donc, il y a vraiment aussi côté salarié cette attente. Ben voilà, je suis salarié d'une entreprise. Effectivement, j'attends d'une entreprise qu'elle me fournisse du travail, une rémunération, la santé, la sécurité au travail, mes conditions de travail. Mais également au-delà, je sais que mon entreprise va être là pour m'accompagner tout au long de ma vie, pour tous les bons côtés qui arrivent, mais également pour tous les mauvais côtés qu'il y a. Ça veut dire que je suis un collaborateur, il se passe quelque chose de difficile dans ma vie, où j'ai un moment où je suis un peu moins bien, je peux utiliser donc le soutien qui est mis en place par Pantera pour me faire accompagner dans ce moment difficile, c'est ça? C'est ça, et pour donner un peu plus de précision et de détails, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux puisque on a 10 séances voilà, d'accompagnement psychologique par des professionnels qui sont entièrement gratuits et à la charge de l'entreprise et pour nos salariés et surtout pour quelques problèmes que ce soit. Voilà. Comment ça a été perçu ça par les collaboratrices et collaborateurs quand vous l'avez mis en place? Bon, il y a toujours un côté de communication qui est mis en place. Donc, quand vous voyez ça, bon, vous vous dites super. Et surtout, j'en ai pas l'utilité. L'utilité, elle arrive quand les salariés en ont besoin. Et tous ceux qui l'ont utilisé ont tous remercié l'entreprise, puisque de là du fait que ça soit gratuit, tout ça, ils ont senti, les salariés, qu'ils étaient réellement soutenus par leur entreprise. Et que ben voilà, souvent on peut avoir des soucis, on en fait part à l'entreprise, parfois on peut ne pas avoir de réponse. Ben nous, on sait apporter des réponses concrètes. Et ces réponses, elles se traduisent par des aides, par des accompagnements, parce que l'entreprise n'a pas forcément réponse à tout, hein, et on peut utiliser ces services pour rediriger nos salariés et s'occuper d'eux au-delà de l'entreprise. Donc ça a été extrêmement bien perçu par les salariés qui les ont utilisés. Et vous êtes parti de ce sujet-là parce que j'imagine, mais je peux me tromper, que dans votre domaine d'activité, vos équipes, les collaboratrices et collaborateurs de Pantera, ont affaire dans leur quotidien à des incivilités, à des problématiques relationnelles dans le fait justement de gérer de la sécurité privée. Donc vous êtes parti de ce sujet-là qui était un sujet très professionnel interne en vous disant ok, on peut rayonner plus large sur cette thématique. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc oui, comme vous le précisez, effectivement, on fait de la sécurité privée, donc à forte intensité de main-d'œuvre. Donc forcément, les femmes et les hommes de notre entreprise sont au cœur de notre business et ils sont confrontés à des incivilités au quotidien pour certains, surtout en cette période où on nous demande de respecter des consignes plutôt strictes et qu'ils doivent faire appliquer. Après, ça me permet également de rebondir sur une des premières questions sur la RSE, la façon dont on l'a mis en place également au départ. Il y avait également un des enjeux qui était primaire, qui était de travailler sur notre marque employeur. On a les entreprises de sécurité privée, ben voilà, vous êtes agent de sécurité chez X ou chez Y, les niveaux de rémunération sont globalement les mêmes. Il faut trouver d'autres facteurs de différenciation. Et la RSE, pour nous, c'était un levier, puisqu'on allait jouer sur la marque employeur et développer des actions qui puissent attirer et donner envie aux candidats de nous rejoindre. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que vous évoquez, communiquez dans un process de recrutement en expliquant, bah, nous, on a mis en place le suivi, etc. Ça, c'est quelque chose que vous faites? C'est ça, bah, le suivi par exemple, bon là on parlait, j'ai pas mis les mots dessus, mais bon la ligne de soutien c'était pour combattre les RPS, voilà. Mhm. Les Qu'il risques s'agisse qu'ils soient psychosociaux, les fameux RPS. c'est ça, qu'ils soient au travail ou pas d'ailleurs, mais on a toute la partie aussi environnement, voilà, où on explique aux candidats, voilà, ce qu'on fait pour l'environnement. On prend en compte cette considération, même si on est une entreprise de service et qu'on n'a pas forcément de production, donc des déchets, d'émissions de CO2, etc. On mène aussi des actions en faveur de l'environnement. On soutient également des causes qui développent les éco-responsabilités. Ça fait partie de notre marque employeur.
Et quel rôle vous jouez-vous en tant que DRH là, au cœur de toutes ces thématiques RSE? Vous êtes quoi? Vous êtes un chef d'orchestre ou vous êtes le spécialiste de votre partition RH? Bon, je dirais en toute humilité chef de projet. Voilà. Pour nous, c'est un projet. On l'a démarré il y a à peu près 5 ans. Notre rôle, bon, voilà, je préfère parler de nous, c'est quand même l'entreprise. Hein, la politique vient de la direction qu'on décline, donc on définit ce qu'est la RSE, puisque c'est pas forcément simple à comprendre, surtout pour les équipes au quotidien sur le terrain. C'est aussi nous qui nous occupons, voilà, de définir toutes les actions qui vont être liées à cette démarche RSE, de les suivre, de définir des indicateurs qui vont permettre de mesurer l'impact de notre politique. On aura toute la partie des déclinaisons et promotion de la RSE également, puisque tant qu'à faire, autant promouvoir toutes les causes et actions qu'on déploie au sein de l'entreprise. Et ensuite, j'ai envie de dire, tous les acteurs de l'entreprise font de la RSE. Quand vous décidez de lire un mail sur votre ordinateur plutôt que de l'imprimer, vous faites de la RSE. Quand vous décidez de ne pas mettre votre ordinateur en veille et de l'éteindre, vous faites de la RSE. Quand vous décidez d'avoir une conduite éco-responsable, vous faites de la RSE. Donc tous les salariés sont acteurs pour la RSE, pour l'entreprise. Et alors j'aime bien les trois exemples que vous avez donnés là, sur le mail, sur la conduite, etc. Le rôle des ressources humaines là-dedans, c'est vous communiquez, c'est vous qui gérez les communications sur ok, attention au mail que vous imprimez, si vous n'êtes pas obligé, enfin si c'est pas obligatoire de l'imprimer, lisez-le sur votre téléphone ou sur votre laptop, etc. Ça, c'est vous qui gérez cette partie communication. Vous faites des choses récurrentes ou la conduite éco-responsable, c'est pareil, c'est vous qui vous êtes saisi de ces sujets-là? Oui, alors pour donner un exemple très concret, on a dédié l'année passée, bon, tous les ans on a une journée pour l'environnement qu'on fait au mois de septembre. Donc l'année passée, par exemple, pour être très concret, on a communiqué 3 mois avant avec une communication par semaine. Donc par semaine, on parlait d'un sujet, on disait voilà, nous avons notre journée pour l'environnement le 10 septembre. Je ne sais plus quelle date c'était précisément, mais voilà, on a notre journée au mois de septembre. Savez-vous que X% de CO2 sont émis par votre véhicule, etc. Et qu'en adoptant l'éco-conduite, vous pouvez la diminuer de X%. Savez-vous que l'envoi de mails contribue, pareil, à X% d'émissions de CO2, etc., etc. Donc, toutes les semaines, on mobilisait et on communiquait autour de cette thématique sur lesquelles on donnait des données chiffrées qui étaient soit générales, voilà, liées à la France, soit liées à l'entreprise pour sensibiliser et faire prendre conscience à nos salariés de l'importance qu'ils avaient aussi dans toutes ces émissions, quoi. En effet, de leur impact et de leur rôle à eux sur ces sujets. Donc en fait, ok, à la base, c'est une thématique qui est peut-être pas spécifiquement ressources humaines. En tout cas, il y a des sujets qui sont pas spécifiquement RH, mais comme ils passent par les collaboratrices et collaborateurs, c'est vous qui prenez la main et c'est vous qui communiquez pour sensibiliser vos équipes. Et c'est donc au final de la com interne qui revient à la direction des ressources humaines. C'est exactement ça. Pour revenir aussi à quelque chose de très pratique, on a fait un groupe projet dans lequel on avait le service RH, le service QSE, qualité, sécurité, environnement, le service commercial, bien entendu, le service achat. De notre côté, on n'a pas de production, on a une exploitation. Donc, des managers de l'exploitation, des agents également de l'exploitation, et 2 membres. À l'époque, quand on l'a mis en place, donc on avait un délégué du personnel et un membre du comité d'entreprise. Maintenant, ça serait un membre du CSE. Donc, on a fait un groupe projet avec, on va dire, un échantillon de l'entreprise, quoi.
pour être le plus représentatif et qu'il puisse avoir de la communication de chacun dans son service, mais qu'on puisse également répondre à toutes les problématiques et au mieux en fonction de toutes les caractéristiques de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on avait des remontées du terrain et de tous les services qui nous permettaient de faire adhérer plus de monde et surtout d'être plus pertinent dans nos actions. Et ça, le côté terrain, je dirais un peu le côté test and learn, ça c'est vraiment quelque chose que pour vous c'est obligatoire quand on déploie une telle démarche RSE, quand on met les mains dans le cambouis d'actions très pratiques, parce qu'au final c'est ça, la RSE c'est une grande définition pour des actions terrain très concrètes. Pour vous c'est vraiment vital d'avoir ce côté, vous parliez d'échantillon de l'entreprise, donc d'échantillonner les pratiques et de dire ok, là on a mis ça en place, on mesure l'impact sur le terrain, on commence à un petit niveau pour ensuite le développer au niveau de l'entreprise. Oui, il faut que les gens connaissent, il faut qu'on ait de la communication, il faut qu'ils connaissent qu'ils connaissent, qu'ils adhèrent et qu'ils contribuent, qu'ils participent. C'est vraiment indispensable d'associer tout le monde, ou presque. Enfin, quand je dis associer tout le monde, bien entendu, c'est impossible d'associer tout le monde, mais d'associer toutes les personnes qui peuvent représenter ce fameux tout le monde. Et puisque derrière, ce seront eux les ambassadeurs de la démarche dans les équipes ou dans les services. Derrière, ça me permet de faire un lien avec quelque chose d'indispensable qui est lié à la mise en place, au déploiement, à la communication, à la RSE, etc. C'est vraiment la RSE est un vrai facteur de création de sentiment d'appartenance du salarié. Si vous arrivez à fédérer autour de la RSE, autour d'une action, d'une cause, etc., vous allez renforcer le sentiment d'appartenance du salarié. Et qui dit développer ce sentiment d'appartenance, dit une meilleure fidélisation, meilleur engagement, il va parler de l'entreprise, il sera fier de son entreprise, il en parlera, il parlera de ses succès, etc. Ça, c'est un vrai outil de réussite managériale. On fait un peu le lien avec un mot que j'ai prononcé tout à l'heure et qui était important pour vous, c'est donc l'engagement collaborateur. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est travailler la RSE, c'est, comment je pourrais dire ça, permettre aux collaboratrices et collaborateurs d'avoir un vrai sens à leur quotidien au travail et de se dire ok, bon, je fais mon job et je sais qu'en plus, à un niveau qui est au-dessus de moi, ce à quoi contribue mon entreprise, il y a un sens positif et un impact positif, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Quand on rentre le soir et qu'on raconte sa journée, on va jamais raconter ce qu'on fait tous les jours, hein. On va raconter ce qui arrive de temps en temps ou les choses qui sortent un peu du cadre, hein. Vous menez une action pour l'environnement, par exemple, ou voilà, vous allez passer 1 heure ou 2 à nettoyer une plage ou enfin voilà quelque chose comme ça ou à planter des arbres, à vous occuper de ruches. Je ne sais. Ça, c'est des choses que vous sais pas, voilà. que vous faites, vous ? Oui, alors nous, on contribue au développement d'un apiculteur. D'accord. Sur notre territoire. Donc c'est quelque chose qu'on fait quand d'ailleurs on en parle et qu'on communique dessus. Nos salariés vont en parler obligatoirement. Puisque bon, quand on parle d'apiculture, on parle de miel, c'est un petit côté aussi sympa. Voilà, on contribue aux abeilles de notre territoire. On sait que les abeilles sont en danger. Donc il y a aussi tout un côté lié à la biodiversité. Et quand vous parlez de ça peut en faire sourire certains parce qu'ils ne comprennent pas forcément l'intérêt ou on a mal communiqué aussi dessus. Mais en tout cas, ils en parleront. Ils en parleront. Donc ça veut dire que voilà, Pantera contribue dans le territoire local, hein. Je sens qu'il y a un maillage local qui est important pour vous. Et donc voilà, quand on est DRH, on peut aussi arriver à se dire qu'on contribue au fonctionnement d'une ruche, etc. C'est ça, c'est ce qu'il y a derrière ? Tout à fait. Dans notre cas précis, c'est ça. Et effectivement, le côté territorial est indispensable. Je redonne quelques exemples concrets parce que je sais que ça parle toujours à tout le monde.
un agent de sécurité a une tenue, des chaussures de sécurité, des écussons, plusieurs polos, plusieurs pantalons, des EPI. Enfin, il y a quand même pas mal d'équipements. Notre fournisseur d'équipements est à 300 mètres de chez nous. On a fait le choix du fournisseur local et voisin. Et à partir de là, on rentre dans des relations de partenaires et de confiance. Donc, effectivement, le territoire est indispensable dans une démarche RSE. Très bel exemple. Et vraiment, oui, c'est quelque chose qui parle. Et oui, voilà, je sentais qu'il y avait ce côté local qui était important. Là, vous nous avez donné voilà, l'image du fournisseur qui est à 300 mètres. Ça aide pour les discussions et ça donne aussi un sens certainement différent. Et je vois bien le collaborateur qui met sa tenue et qui sait que c'est fabriqué en France par quelqu'un dont il est proche. Voilà, donc ok, très bon exemple. Je voulais revenir sur la mise en place d'une démarche RSE. Cette mise en place, elle est faite sur l'impulsion d'une direction générale, sur l'impulsion d'une direction des ressources humaines. Ça se passe comment quand on se lance dans une démarche RSE ? Comme toutes les démarches, il faut un investissement de la direction et des engagements de la direction. C'est indispensable, puisque tout doit partir de là et tout doit être soutenu de la direction. Après, bien évidemment, c'est déployé au sein de tous les services, tous les salariés, mais la direction, c'est elle qui va décider des choix stratégiques globaux et derrière des choix stratégiques liés à la RSE et qui va derrière en dire bon ben voilà, cette année on va travailler sur les RPS et ça va être dans le cadre de notre politique RSE. Cette année on va travailler sur nos achats responsables, etc. Donc c'est la direction qui va décider des axes stratégiques liés à la RSE. Pas que, hein, mais bon, puisqu'on est sur la RSE, ils vont décider également sur la RSE. Et ensuite, c'est confié, on va dire, aux responsables du projet. Et ensuite, tout redescend avec plein d'actions. Après, ce qui est quand même important de dire, c'est que même sans avoir une démarche RSE de cadrée, on en fait tous. Tout le monde fait de la RSE. Quelqu'un qui a démarré sa démarche RSE, voilà, bon, il faut, comme toute démarche, faire un état des lieux, ce qui marche pas. Tout le monde s'est dit, mais en fait, on en fait depuis des années. On en fait depuis des années. Quand on a mis en place un logiciel de dématérialisation de l'ensemble de nos process et de nos documents, ben c'est de la RSE. C'est de la RSE. Pourtant, on n'a pas mis l'étiquette RSE dessus. Donc, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'actions sont menées en faveur de la RSE sans pour autant porter cette casquette RSE. C'est pour ça que pour toutes les entreprises qui ont beaucoup d'actions, derrière, il suffit de cadrer ces actions dans le cadre d'une démarche, de les valoriser, de les promouvoir et un petit peu, comment dirais-je, de les marketer, quoi. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que oui, il faut structurer les choses, il faut se poser, comprendre quelles sont les pratiques qui sont mises en place et voir qu'il y a des pratiques qui sont déjà dans une politique de RSE. Après, on en fait donc sans le savoir. Le tout étant certainement d'avoir une logique, de continuer et puis d'avoir un cercle vertueux sur le sujet. Mais j'aime beaucoup en effet votre image de dire mais tout le monde en fait sans vraiment le savoir, quoi. Ça, c'est vrai que c'est important. Alors quand vous poussez le curseur de la RSE, même si certains et certaines chez vous en faisaient déjà avant, vous poussez ce curseur et vous arrivez face aux opérationnels qu'on aime beaucoup quand on fait des ressources humaines, parce que moi qui étais DRH, je ne vivais pas sans les opérations, ça n'a pas de sens et on marche main dans la main, mais c'est vrai que parfois on a une façon de voir les choses un peu différente. Quand vous poussez ce curseur RSE, c'est quoi la réaction qu'il y a en face de la part des opérations ? Est-ce qu'il y a quelques barrières ? Est-ce que vous avez eu à gérer des choses comme ça ? Vous avez raison, c'est indispensable de confronter nos idées aux opérationnels, à ces salariés qui sont sur le terrain tous les jours, puisque c'est de là que sont issues les vérités. Le constat est
est mitigé. Effectivement, on a des personnes qui comprennent tout de suite le sens, puisqu'ils y voient un sens parce qu'ils se rejoignent dans les valeurs qui sont portées par l'entreprise, d'autres qui comprennent l'enjeu business, l'enjeu social, d'autres qui aiment ce côté territoire local. Voilà, on contribue à notre territoire. Et il y en a une autre partie, donc les puristes du terrain, qui ne voient pas ce que ça va changer dans leur quotidien. Donc, qui vont parler, voilà, des problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain, qui sont bien plus importants que nos petits sujets RSE, qui voilà, ne va pas forcément contribuer selon eux à l'amélioration de l'entreprise, de leurs conditions de travail, tout ça. Bon, voilà, c'est des gens qui peuvent ne pas comprendre la RSE. C'est pour ça qu'on doit faire preuve de pédagogie, expliquer aussi que parfois il n'y a pas forcément un intérêt qui va être lié à l'amélioration des conditions de travail ou bien à l'amélioration de l'exercice sur le terrain, mais qui va être lié à l'image de l'entreprise, aux enjeux business. Maintenant, je prends un peu cet exemple. Parfois, en appel d'offres, donc on a des soutenances qui durent 3 heures auxquelles je participe parfois. Des soutenances, oui, pour des prestataires qui vont, qui répondent à un appel d'offres. C'est ça, c'est nous qui répondons à des appels d'offres pour nos prospects et futurs clients. Okay. Et on voit bien que nos clients sont extrêmement réceptifs à toutes nos actions RSE. Et parfois, on passe la moitié, voire les 2/3 de la soutenance à parler de nos actions RSE. D'accord, c'est un argument commercial. Tout à l'heure, vous nous disiez, tout à fait. C'est un argument qu'on met en avant auprès des collaboratrices et collaborateurs qui veulent nous rejoindre, mais c'est également un argument business pour nos futurs clients qui, eux, vont vraiment s'attacher à ce qu'on fait en RSE. C'est un avantage concurrentiel. C'est un facteur de différenciation aussi, puisque c'est pareil. Bon, voilà, quand vous évoluez dans le monde de la sécurité privée, bon, vous pouvez avoir la super prestation, les super outils, etc. Les prestations se ressemblent un petit peu. Ce qui va différencier une entreprise d'une autre, ça peut être sa démarche RSE, ça peut être ses process, son management, sa proximité, etc. Et c'est pour ça que la RSE peut être un vrai facteur de différenciation par rapport aux concurrents. Et un facteur aussi qui rend un peu, voilà, plus sexy l'entreprise lors d'une soutenance où vous expliquez que voilà, vous êtes une entreprise à forte intensité de main-d'œuvre et que vous vous occupez de vos salariés, vous vous occupez de leur bien-être et que ces salariés vont contribuer à la sécurité de leur site industriel, etc. Donc, ils sont extrêmement réceptifs à tout ça. Très clair. On gagne à tous les étages avec la RSE. Petite question d'actualité, on va dire, ou dans le contexte que nous sommes en train de vivre. Le Covid, évidemment. RSE et Covid, RSE et ce qu'on vient de vivre là pendant les 12, 13, 14 mois qui viennent de s'écouler. Quel est le lien entre les deux ? Comment est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui ont été déployées ou des problématiques spécifiques liées au Covid ? Ben, le lien, il est tout fait. Vous voyez, c'est l'exemple précis, le Covid. Quand on discutait au début des frontières de l'entreprise qui n'existaient plus, ben c'est ça. Vous avez d'un côté des salariés qui étaient en télétravail ou qui étaient chez eux et qui demandaient à l'entreprise d'agir. Voilà, faites-nous revenir, etc. Revenez. Bon, on a vu beaucoup de salariés qui étaient en souffrance. Qui a été l'acteur de tout ça ? Les entreprises. Donc les entreprises, elles ont œuvré pour voilà, faire au mieux avec ce qu'elles avaient. Donc maintenir le lien social, etc. Ils demandaient pas. Les salariés vraiment allaient vers l'entreprise pour avoir du lien social, voilà, cette cohésion, etc. Et on n'avait plus d'histoire de frontières. On avait également toute la partie fourniture, masques, etc. Où là, bien entendu, l'entreprise avait un devoir voilà, de garantir la santé et la sécurité de ses salariés.
là aussi, il y avait plus du tout de barrières puisque les entreprises ont vraiment joué le jeu. On a eu aussi des entreprises qui se sont quand même occupées de leurs salariés qui étaient isolés avec voilà, on n'a pas forcément tous une famille à la maison, enfants ou autres, et donc les entreprises se sont quand même ont quand même pris des nouvelles de leurs salariés, etc. Donc on voit bien que bon, c'est dans l'ADN, les valeurs de l'entreprise, mais on voit bien que l'entreprise va au-delà de ce qu'elle doit faire, et que la crise Covid en a été un petit peu le témoin, puisque le milieu de l'entreprise est quand même venu chez nos salariés. Oui, c'est clair que moi je dis toujours qu'avec cette crise Covid, confinement, donc télétravail, l'entreprise est arrivée dans le salon des collaborateurs, parfois dans la cuisine. Et c'est vrai que là, la frontière, ce qu'on appelle le blurring, là, il y avait plus de frontières entre les deux. Et donc, ce que vous nous dites, c'est une entreprise qui fait de la RSE, qui a déjà déployé une démarche, etc. Elle a plus de facilité à passer une crise comme on vient et comme on est encore en train de la vivre, celle du Covid. Mais elle la fera mieux vivre à tout le monde, puisqu'il y a cette prise en compte sociale des individus de l'entreprise qui la composent. Donc, l'entreprise va-t-elle mieux la vivre que les autres? Peut-être pas. En tout cas, les individus qui la composent, ça c'est une certitude. Puisqu'il y a cette prise en compte, on va à la rencontre de nos salariés, on regarde ce qu'on peut faire. Vous voyez, je reviens à ma ligne d'écoute et de soutien, mais les gens l'ont sollicité pendant le Covid. Bien sûr. Vous ne faites pas ça. Ils font quoi? Donc, ils trouveront peut-être refuge ailleurs. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu à se poser cette question. Ils se sont dit, bon, je sais que mon entreprise a fait ce qu'il fallait. Je sais où appeler, je sais comment faire. Et voilà. Vous voyez, je trouve qu'on vient, en effet, là on boucle la boucle, mais on a évoqué un sujet au début de cet échange sur cette ligne d'écoute. Et en effet, le meilleur des exemples, c'est de se dire, mais cette ligne d'écoute que vos équipes peuvent utiliser à titre personnel, bah là, pendant le Covid, elle a dû bien tourner. Et quelle belle utilité pour les personnes qui se posaient des questions, qu'elles soient pratiques, existentielles, etc., d'avoir en effet cette opportunité, d'avoir cette ligne d'écoute. C'est très concret et moi, c'est vraiment ce que je souhaite pouvoir mettre à disposition des auditrices et des auditeurs. Allez, encore une petite question, peut-être qui sort un peu de la RSE, mais juste... vous, donc DRH de votre structure, les sujets là du moment ou des mois à venir pour les équipes RH, c'est quoi ces sujets pour vous? Alors ça va être le recrutement. Bon voilà, c'est un sujet un peu gros et vaste qu'on retrouve tous les ans. Mais vraiment, l'accent est mis sur le recrutement, et plus que ça, voilà, on recrute 150 personnes tous les ans, hein. Plus que ça, on va même rentrer dans une démarche d'inclusion où on va former des demandeurs d'emploi ou pas d'ailleurs, qui ne sont pas issus de la sécurité au métier de la sécurité. D'accord. Donc voilà, ça va être un de nos objectifs cette année, de rentrer dans des procédures où on va aller chercher des personnes en recherche d'emploi, où on va les former de A à Z. Donc pour être agent de sécurité, il faut un titre professionnel, donc où on va les former à ce titre, donc leur faire des stages, période d'immersion, etc. Et où on va ensuite les embaucher sur site directement. D'accord. Donc ça, c'est un gros chantier. Le second gros chantier de l'année, c'est qu'on va donc on avait déjà dématérialisé une partie des process RH, on va tous les dématérialiser. Donc quand je dis tous les processus, donc c'est le contrat de travail, la signature électronique, tous les courriers vont être distribués sous format électronique. Voilà. Donc ça, c'est un gros chantier parce qu'on
On est encore habitué au papier, à la signature manuscrite, au courrier recommandé, au contrat de travail papier, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on passe la deuxième là-dessus et qu'on dématérialise tout. Donc ça a des enjeux bien évidemment économiques et environnementaux. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il faut qu'on accompagne la digitalisation pour tous nos salariés aussi. Oui, c'est vrai que il y a la praticité d'un côté, il va y avoir un peu de résistance au changement de l'autre. Il faut accompagner les équipes. C'est les coffres-forts électroniques, toutes ces choses-là que vous allez mettre en place. Tout à fait, ouais, tout à fait. On va ouvrir un coffre-fort électronique à tous nos salariés avec l'ensemble de leurs documents, de leur vie professionnelle, qui leur appartiendront. Donc, ils pourront y mettre ce qu'ils veulent, mais ils auront toute leur vie professionnelle sur ce coffre. Donc, qui est quand même plus fiable qu'une feuille de papier. Oui. On sait après où retrouver tous les documents et c'est vrai que c'est plus pratique et ça s'inscrit pleinement dans une belle démarche politique RSE. Donc, ok, bah écoutez, merci beaucoup Alexis. Alors, on va pas se quitter avant les 3 questions que j'aime poser en conclusion à tous mes invités. La première étant, quel conseil vous donneriez à une personne là qui va débuter dans les ressources humaines, vous qui êtes DRH, qui avez eu un parcours, j'allais dire, express et magnifique, c'est quoi votre conseil là, à celle ou celui qui nous écoute et qui va commencer dans les ressources humaines ou qui veut commencer dans les ressources humaines? D'être curieux de tout. Ça, c'est indispensable. Il faut être curieux de tout. Et surtout, quelque chose qui est peut-être pas naturel, mais il faut s'intéresser au business. Quand je dis s'intéresser au business, il faut aller avec les commerciaux, il faut participer aux soutenances, il faut connaître les clients. Et moi, j'ai l'occasion de le faire parce que je suis dans une entreprise de service, mais je vois trop peu de professionnels RH qui ne s'intéressent peu ou pas au business, qui ne connaissent pas leurs clients. Et pourtant, c'est un moyen d'en apprendre beaucoup sur l'évolution de la société, des compétences, etc. Mais aussi un enjeu qui est souvent méconnu, ça va rassurer les clients de discuter avec le professionnel RH. Ça va le rassurer et ça va être un gage de qualité pour le client de rencontrer le professionnel RH d'une entreprise. Très juste. Moi, j'ai un terme pour les RH qui sont déconnectés du terrain. J'appelle ça faire des RH de salon. Et je trouve qu'il y a les RH terrain. Le RH est un business partner. Et c'est vrai que connaître le terrain, et j'aime bien ce que vous dites sur le côté, ça rassure également le client. En effet, c'est très important. Deuxième question, en conclusion, vous partez sur une île déserte, vous emmenez un livre. Quel est ce livre ? Mais la biographie de Charles de Gaulle, j'arrive pas à la finir, elle fait 2000 pages, donc je pense que sur une île déserte, j'aurais que ça à faire. Ah oui, 2000 pages, ok, intéressant. Charles de Gaulle, très bien. Et puis dernière question, est-ce que vous avez une personne à me recommander là où vous dites tiens, ça serait bien d'avoir une interview très pratique de ce que fait cette personne au niveau ressources humaines, évidemment. Alors peut-être pas une personne, mais une société qui est très forte en communication et qui communique sur la RSE. Ça illustrera très bien. Donc l'entreprise c'est McDo, donc une entreprise de fast-food qui communique de moins en moins sur sa nourriture, qui dit voilà, nos burgers sont super, ils sont géniaux, ils sont super bons, etc. Mais qui communique sur la provenance de la viande. Voilà, la provenance. Là, j'ai vu une pub récemment. La provenance de leurs œufs. Voilà, nos œufs sont issus de poules élevées en plein air, etc., en France. Ça, c'est typiquement RSE. Et aujourd'hui, leur pub, ils ne communiquent que là-dessus, qui renvoie une image extrêmement positive et qui prend en compte la dimension territoriale et locale des agriculteurs et de la nourriture qu'ils nous offrent. Ok, bah écoutez, merci pour ce... Bon, je connais Salim Assam, qui est le DRH, donc je vais le contacter. C'est une très bonne idée, faire parler McDo dans ce podcast. Belle idée. Merci beaucoup Alexis. Vraiment, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, d'avoir votre vision RH, RSE et terrain. Donc, encore une fois, merci. Et puis, à bientôt et bon vent à vous. Merci beaucoup, avec grand plaisir.